Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal hebdomadaire de ce dimanche 14 juin 2020. Dans cette édition, nous survolons quelques nouvelles du continent africain où nous parlerons des informations relatives au COVID-19 sur le continent et nous explorerons bien sûr d'autres parties du monde pour d'autres actualités. Décès de Pierre Nkurunziza, l'ex-rebelle devenu président du Burundi, isolé tout au long de son troisième et dernier mandat. Pierre Nkurunziza est décédé 3 semaines après l'élection de son successeur. Il était venu à la politique par le maquis pendant la guerre civile qui a déchiré le pays. Les Burundais étaient sous le choc après sa mort soudaine et se demandaient ce que l'avenir leur réserve dans un pays à l'histoire marquée par des crises politiques meurtrières et une longue guerre civile. Kossi Assoumana. Alors qu'il avait passé l'après-midi du samedi 6 juin à assister à un match de volley-ball à Ngozi, le président burundais Pierre Nkurunziza a senti un malaise dans la nuit du 6 au 7 juin et s'est vite rendu à l'hôpital de Karuzi pour se faire soigner. Son état de santé a brusquement changé le lundi 8 mai avec un arrêt cardiaque. Malgré une réanimation immédiate entreprise par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistante cardio-respiratoire, une prise en charge intense continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer les patients, selon les informations publiées par le gouvernement burundais. Mort à l'âge de 55 ans, Pierre Nkurunziza dirigeait le principal groupe armé Hutu pendant la guerre civile burundaise. Membre du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force pour la défense de la démocratie CNDD-FDD, il est élu président de la République en 2005 par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès pour un mandat de 5 ans rééligible une seule fois. Réélu en 2010, Pierre Nkurunziza décide de briguer en 2015 un 3e mandat à la présidence de la République, contrairement à l'article 96 de la Constitution de Burundi, promulgué en mars 2005. Sa candidature est néanmoins validée par une décision controversée de la Cour constitutionnelle. La crise constitutionnelle de 2015 a plongé la République burundaise dans un climat de violence politique qui a occasionné des centaines de morts et plus de 240 000 réfugiés à l'extérieur du pays. Malgré une nouvelle constitution adaptée en 2018 après un référendum lui autorisant à rester au pouvoir jusqu'en 2034, M. Nkurunziza a annoncé en 2018 qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle de 2020. Il devait céder le pouvoir au général à la retraite Evariste Ndayishimiye en août et quitter la présidence de la République cette année pour devenir le guide suprême du patriotisme de Burundi. M. Nkurunziza meurt au moment où son épouse est soignée dans un hôpital de Nairobi au Kenya pour une maladie non dévoilée depuis le 28 mai, selon un responsable du bureau présidentiel qui a parlé à BBC Grand Lac. On ne sait pas encore si M. Nkurunziza était positif au coronavirus. Il est à préciser que certains contestent la version selon laquelle le président burundais est décédé d'une crise cardiaque. Les autorités burundaises ont longtemps nié l'existence de la pandémie de la COVID-19 dans ce pays et les chiffres officiels largement sous-estimés concèdent désormais une centaine de morts. Environ 200 personnes ont manifesté lundi dans le bidonville de Mata à Nairobi pour protester contre les violences policières dans un pays où elles ont déjà coûté la vie à 15 personnes depuis l'instauration d'un couvre-feu destiné à empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Des précisions avec Honoré Lemou. La situation est très tendue ce lundi à Nairobi. Ils sont plus de 200 personnes à manifester dans les rues de Matar, un bidonville de la capitale kenyane. Des manifestants très déterminés à en finir avec les violences policières dans le pays. Une situation qui n'a que trop duré. C'est important d'être solidaire avec les victimes de violences policières.
tant au niveau local que mondial, et c'est atroce. On ne peut pas avoir une existence pacifique et prospère avec un État policier. Un point, c'est tout. On en a marre des violences policières. On veut que justice soit faite pour tous. Que ce soit au Kenya ou dans le monde entier, les LGBT, n'importe qui, Black Lives Matter, les vies noires comptent. On veut que justice soit faite. On n'a pas besoin de violence. Personne n'a besoin d'être tué. Personne n'a besoin d'être tabassé. Accusé d'usage excessif de la force et des exécutions extrajudiciaires, en particulier dans les quartiers pauvres, depuis l'instauration du couvre-feu le 27 mars, la police kenyane est impliquée dans la mort de 15 personnes. Le pays n'a connu aucune manifestation d'ampleur à ce jour. Dans une déclaration, l'autorité indépendante de contrôle de la police annonce l'arrestation et la poursuite de 6 officiers de police, notamment pour le décès du jeune Yassine Hussein Moyo. Cette manifestation au Kenya est comparable à plusieurs autres manifestations qui ont lieu ces derniers jours dans le monde entier pour protester contre les violences policières et le racisme. Après la mort le 25 mai aux États-Unis de George Floyd, un homme noir de 46 ans tué lors de son interpellation par la police. Rappelons que des manifestations ont eu lieu dans le monde entier ces derniers jours pour protester contre le racisme et les violences policières après la mort le 25 mai aux États-Unis de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lors de son interpellation par un policier blanc. Au Togo, c'est la fin du couvre-feu sanitaire qui avait été décrété en début du mois d'avril pour limiter la propagation du coronavirus. Aussi, les cours reprennent le lundi 15 juin prochain, selon les informations officielles. C'est la réouverture des classes après plus de 2 mois de fermeture pour cause de coronavirus. Kossi Assoumana. Dans un communiqué publié ce 8 juin 2020, le gouvernement togolais a annoncé avoir procédé à des allègements successifs du couvre-feu sur la base de l'évolution de l'épidémie et des rapports d'étape du conseil scientifique. Selon les informations du gouvernement, les nouveaux rapports établis par le conseil scientifique confirment la tendance à la stabilisation de l'épidémie. Le gouvernement togolais a par conséquent décidé à compter du mardi 9 juin 2020 la levée totale du couvre-feu, la levée du blocage des villes initialement concernées, le port des masques de protection obligatoire pour tous. Le gouvernement a par ailleurs précisé que, je cite, la levée de ces dispositions ne signifie guère la fin de l'épidémie du coronavirus. Aussi, le gouvernement exhorte-t-il toute la population à continuer par respecter les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection, notamment le lavage des mains avec du savon, le recours au gel ou à la solution hydroalcoolique, le maintien de distance de sécurité afin d'éviter la propagation de la maladie. La primature togolaise a d'ailleurs annoncé sur son compte Twitter que le gouvernement togolais a décidé la réouverture des établissements scolaires et ce, uniquement pour les classes d'examen à compter du lundi 15 juin 2020. Concernant les classes de passage, le gouvernement togolais indiquera les modalités et la période pour les évaluations sur les programmes déjà enseignés. Au lendemain de ce communiqué du gouvernement, l'ambassade de la République togolaise en France a rappelé à l'attention des candidats au rapatriement sur les vols spéciaux à destination de Lomé dans le contexte de la pandémie de Covid-19 que les voyageurs seront soumis à la procédure de la mise en quarantaine dès leur entrée sur le sol togolais en raison de l'état d'urgence sanitaire en vigueur au Togo depuis le 1er avril 2020. Les frais d'hébergement et restauration pendant cette période seront pris en charge par les voyageurs. Rappelons que suite à l'allègement des mesures de restriction, le ministre de l'administration territoriale, Payadou Aboukbessi, s'est entretenu avec les responsables des associations religieuses. L'occasion pour lui de faire le point avec les parties prenantes sur la situation et de mûrir les réflexions sur ce qui pourrait être envisageable en cas d'une éventuelle réouverture des lieux de culte. Selon les informations publiées par Gapola, c'est 11 juin. George Floyd a été inhumé le 9 juin dernier à Houston, au Texas, lors d'une cérémonie qui a pris des allures de deuil national pour la communauté afro-américaine.
Le gentil géant, comme beaucoup de membres de sa famille l'appelaient, a été enterré aux côtés de sa mère dans cette ville où il a grandi. Honoré Lemoux. De la tristesse et un combat, l'espoir d'avoir enfin des réponses, de faire changer les choses, c'est ce que ressentait probablement la famille de George Floyd lors des obsèques du défunt. George Floyd, un Afro-Américain tué le 25 mai lors d'une interpellation policière, a été enterré mardi à Houston, dans la ville du Texas où il a grandi. Sa famille, ses proches ainsi que 500 invités lui ont rendu un dernier hommage lors d'une cérémonie qui a duré plus de 3 heures de temps, entre émotions et slogans politiques. Escorté par des New Black Panthers, mouvement emblématique des Black Lives Matter qui luttent contre le racisme, le cercueil du défunt a quitté l'église sous les cris de ralliement, devenus les slogans des manifestations qui secouent le pays depuis le 25 mai dernier. Réagissant sur son compte Twitter, dans une vidéo pendant la cérémonie, Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, a laissé entendre que la famille de George Floyd était obligée de faire le deuil en public, ce qui est difficile selon ce dernier, tout en ajoutant que lors de la justice raciale est venue aux États-Unis, dans son eulogie, le révérend Al Sharpton a réclamé que justice soit rendue et que le policier Chauvin Derek soit emprisonné pour son crime commis. Puis il a invité les familles de Trayvon Martin, d'Eric Garner, de Michael Brown et d'autres victimes de violences policières ou de crimes racistes présentes dans l'Assemblée à se lever, concluant « Tant qu'une vie noire n'aura pas autant de valeur qu'une vie blanche, notre combat continuera. » Il est à noter que, comme l'indique France Info, Donald Trump, le président des États-Unis, n'a pas eu un mot pour la mort de George Floyd, accusait le pasteur Al Sharpton lors des obsèques. Si les frontières à l'intérieur de l'Union européenne rouvrent peu à peu avec le déconfinement, celles extérieures sont encore, elles, fermées. En effet, l'Union européenne propose une réouverture partielle de ses frontières extérieures à partir du 1er juin. Des précisions avec Kossi Assoumana. Alors que la Grèce, dont l'économie dépend largement du tourisme, a annoncé le 29 mai qu'elle rouvrirait ses frontières à partir du 15 juin avec une liste de pays comprenant notamment des pays hors de l'Union européenne et de l'espace Schengen, comme l'Australie, la Chine, la Corée du Sud, l'Union européenne recommande la rouverture progressive et partielle de ses frontières extérieures à partir du 1er juillet, a annoncé mercredi 10 juin le vice-président Joseph Borrell. Certains États membres sont en train de lever les contrôles aux frontières extérieures. Ceci devrait être terminé à la fin du mois. La levée des restrictions concernant les déplacements extérieurs interviendra, elle, dans un deuxième temps. Cette semaine, le Collège procédera à l'évaluation de ces restrictions et proposera une approche pour la levée progressive de ces mesures à compter du 1er juillet. Selon le vice-président de la Commission, il s'agirait de lever les restrictions avec certains pays tiers en prenant en compte un certain nombre de principes et de critères et en se basant sur une approche commune entre États membres. L'interdiction des voyages non essentiels vers l'Union européenne en vigueur actuellement jusqu'au 15 juin a été mise en place le 17 mars de façon coordonnée entre les États membres et la Commission européenne pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus et prolongée à 2 reprises. En fin de semaine dernière, les ministres de l'Intérieur des 27 ont convenu de se coordonner pour cette ouverture progressive aux voyageurs venant de pays extérieurs à l'espace Schengen et à l'Union européenne. Cela fait exactement 13 ans qu'une délégation togolaise
composé essentiellement du staff des éperviers, a été victime d'un accident d'hélicoptère à l'aéroport de Lungi, dans la banlieue de Freetown, après la victoire des éperviers 0-1 face à la Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2008. Depuis lors, les circonstances de cette tragédie demeurent toujours floues. Notre correspondant Elan Freddy Sosa a interviewé le journaliste Pierre Atiobé, interview dont nous proposons la deuxième partie. J'ai pu appeler quelques amis à la radio pour les informer, les rassurer que oui, effectivement, il s'est passé quelque chose d'assez grave à Sierra Leone, mais que moi, je suis toujours en vie. Cette journée-là, c'était aussi une journée assez spéciale. Parce qu'entre-temps, il a plu. Parce qu'entre-temps, on trouvait à manger. Parce qu'entre-temps, les gens se posaient beaucoup de questions. On était dans un pays qui n'était pas totalement sorti de la guerre. Mais si la guerre reprenait, c'était difficile. Dieu merci, on est reparti sur le main. Et j'avoue que sur tout le vol, c'était un silence plat, quoi. Tout le monde avait peur parce que est-ce que cet avion allait pouvoir nous amener à Lomé? Est-ce que là, on ne va pas avoir un nouveau crash? Et quand l'avion traverse des zones de turbulence, c'était difficile. À l'intérieur de l'avion, là, c'était difficile. Finalement, on est arrivé à Lomé et puis par la suite, il y a eu les funérailles, les autorités s'étaient mobilisées, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, moi, j'ai un sentiment assez partagé entre le fait d'être là, parce que 13 ans après, je pouvais, comme certains, comme Olive Vincent et d'autres, ne plus être là. Le fait d'être là, mais en même temps aussi une pensée pour ceux qui ne sont plus là, parce que ceux-là, c'était des proches. Parce qu'à cette époque, nous étions très impliqués dans les histoires de football dans notre pays. On était sur le front, comme on le dit. On participait aux matchs des éperviers, à la couverture des matchs du championnat de football. Donc, aujourd'hui, on a ce sentiment-là. Et puis, ce qui est curieux aussi, c'est que là, 13 ans après, nous, personnellement, moi, personnellement, par exemple, je sais, là, on est des Africains. C'est-à-dire que c'est l'Africain, cet événement s'était produit. On n'a pas eu, comme cela pouvait se faire dans d'autres sphères, rencontrer un psychologue, discuter avec certaines autorités pour nous apaiser et pour nous dire ne vous découragez pas, et ça peut arriver, ainsi de suite. Moi, ce qui a fait que depuis mes contacts avec le football national ont relativement cessé, hein, parce que moi, je vais presque plus au stade pour regarder les matchs, parce que ceux qui étaient morts là, ils n'ont pas eu grand chose, même sur ce voyage là. Les quelques personnes qui ont pu avoir quelque chose, y compris moi sur le vol en allant à Sierra Leone, c'était $50. C'était $50. Donc, certains n'ont même pas pu utiliser leurs $50. Ils sont morts. Donc, l'un mis dans l'autre, je préfère de plus en plus aujourd'hui parler du Real de Madrid, de Ronaldo et d'autres actualités de football. S'il m'arrive de discuter de football togolais, c'est plus sur la durée, parce que j'ai été sincèrement marqué par cet événement-là. Notons que selon les informations de Africa United, les familles des victimes réunies au sein de l'association Lungi à jamais exigent le résultat de l'enquête et le reste des indemnisations promise par l'État sierra-léonais qui, en 2012, a dépêché à Lomé une mission conduite par Mme Ebou Djoussou, la ministre des Affaires étrangères d'alors, pour un règlement à l'amiable. Mais depuis, les familles des victimes sont abandonnées. En culture aujourd'hui, nous irons à la découverte d'un artiste togolais de la chanson, Dieudonné Villard. Qui est-il? Selon les propres mots de l'artiste, je suis né non-voyant et beaucoup ont pensé que je serais un fardeau pour ma famille.
Beaucoup de mes camarades de classe avaient honte de marcher avec moi. Quand maman chérie voyait tout ça, elle se demandait si une fille accepterait m'épouser un jour. Elle fondait en larmes et se demandait quel péché elle avait commis et Dieu ne l'a pas puni, pas elle, et c'est un innocent comme moi qui doit subir les conséquences. Mais mon Dieu qui m'a créé a déjà tracé mon chemin. Quand un enfant vient au monde, c'est ce qu'il doit faire qu'il fait. C'est en voyant des gens marcher qu'il apprend à marcher. Mais moi, je n'ai jamais vu de toute ma vie, mais je marche. Dieu m'a appris à marcher. Grâce à Dieu, ceux qui avaient honte de marcher avec moi veulent prendre des photos avec moi pour mettre sur un profil. Puis, élévation. Pourquoi donc se lamenter? Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent. Et toi, que Dieu a créé à son image, penses-tu qu'il va t'abandonner? Chers téléspectateurs, suivons Dieu dans les miracles dans une de ses chansons, tirée de son album Chemin tracé, Power. Dieu de Nebila, c'est mon histoire. Depuis ma naissance, on m'a toujours négligé, on me traitait de vaurien. Même parmi mes amis, je suis toujours évité, pour eux je ne valais rien. Toutes les filles m'ont rejeté, je vous dis qu'elles m'ont laissé. Elles disent que j'ai pas beaucoup d'argent, elles disent que je suis handicapé. Je pensais que tu m'avais abandonné, je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'a créé. Et voilà une nuit, Baba God m'est apparu en songe. Il me dit mon fils, ce que je t'ai donné, pourquoi une force, ils ne le savent pas. Power, Mawena mo power, Charlie Mbe power, hey, Mawena mo power, power, Mawena mo power, Charlie Mbe power, hey, Mawena mo power. Udia sakale kabatede, Baba gado do do do. Mon Dieu a fait de la pierre, rejeté la pierre principale. Mon Dieu m'a relevé. Hey. Oh. Baba God m'a relevé. Hey. Tous ceux qui m'ont rejeté aujourd'hui me recherchent. Tous ceux qui m'ont humilié aujourd'hui me respectent. Et tout le temps quand moi je chante, les gens ont la chair de poule. Et tout le temps quand moi je chante, beaucoup ont envie de danser. Et ça qu'a dansé, tout le monde est bougé. Et ça va répéter, tout le monde est sauté. Power, Mawena mo power, Charlie Mbe power, hey, Mawena mo power, power, Mawena mo power, Charlie Mbe power, hey, Mawena mo power. Seul le travail paye, camarade, il faut travailler. Sueda de Claudie, Yehowa, la sueda de Tanao. Faut pas désespérer, arrêtez de vous lamenter. Parce que Maougan, Yehowa, Yenana pa. Mr. Couronne, c'est mes plénao. Désormais, appelez-moi le Power Boy. Rappelons que son album Chemin tracé, qui compte 14 titres, est officiellement disponible à 1000 francs CFA au 228 9200 0379. Ainsi donc, enfin, notre journal de ce week-end. Merci beaucoup de nous l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous pour le week-end prochain. Portez-vous bien.